Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Encyclopédia. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode s'intitule « La seule chose, la vérité étonnamment simple derrière des résultats extraordinaires ». L'auteur est un Américain nommé Gary Keller, qui est le plus grand promoteur immobilier au monde. Le président de l'une des sociétés, Keller Williams International Real Estate, a écrit plusieurs livres à succès, et celui dont je vais parler maintenant en fait partie. Il s'est autrefois régulièrement classé premier sur la liste des ventes de livres d'Amazon. Alors, qu'est-ce qui est écrit exactement dans le livre? Comment comprenez-vous ce que l'auteur a dit selon lequel si vous voulez réussir, vous devez vous concentrer sur la chose la plus importante? Comment pourrait-il être faux de croire que l'autodiscipline et la volonté peuvent résoudre tous les problèmes? Après avoir écouté cette interprétation, je pense que tout le monde la comprendra et s'en inspirera pour son propre travail. Que signifie « la chose la plus importante n'est qu'une chose ». D'une manière générale, nous pensons tous que si une personne veut réussir et réaliser quelque chose, elle doit traverser beaucoup d'épreuves, apprendre beaucoup de choses et faire beaucoup de choses. L'auteur de ce livre a déclaré que si vous voulez réussir et réaliser des réalisations exceptionnelles, vous devez apprendre à abandonner beaucoup de choses et à vous concentrer sur la chose la plus importante. En faire une seule suffit. L'auteur estime que parce que cette vérité est si simple, beaucoup de gens ont du mal à y croire. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur Gary Keller lui-même ne croyait pas que cela était possible au début, et il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre cette vérité. Ci-dessous, nous interpréterons ce livre en 3 parties. Première partie. Au cours de sa première phase d'entrepreneuriat, Gary Keller a passé 10 ans à bâtir une grande entreprise. Il s'est bien comporté au cours de cette période et il est donc convaincu que l'entreprise étendra bientôt ses activités à divers pays du monde. À sa grande surprise, à ce moment-là, l'entreprise tomba soudainement en pleine difficulté. Malgré tous ses efforts et sacrifices, l'entreprise était toujours dans le pétrin sans aucune amélioration. À ce moment-là, il avait l'impression d'être pris au piège, cherchant désespérément de l'aide auprès des gens autour de lui, espérant que quelqu'un pourrait l'en sortir. C'est alors qu'un de ses professeurs l'a contacté. Les deux sont allés se promener ensemble et après avoir pleinement compris les détails pertinents, l'enseignant a commencé à réfléchir à la manière de résoudre son problème. À la fin de la promenade, l'enseignant avait trouvé une solution concrète. L'enseignant a demandé à Gary Keller, « Que pensez-vous devoir faire si vous voulez inverser la situation actuelle ?» Gary Keller secoua la tête avec confusion. Le professeur a écrit 14 postes clés sur le mur et a dit, « Il suffit de faire une chose pour inverser la situation embarrassante de toute l'entreprise, c'est d'attribuer les 14 postes clés que j'ai marqués à des personnes réellement qualifiées. Si vous choisissez les bonnes personnes pour ces 14 postes clés, l'ensemble de l'entreprise peut évoluer dans le bon sens. » Gary Keller était choqué, il ne parvenait pas à croire que la solution soit si simple. Il a demandé à l'enseignant si la solution ne devrait pas être un peu plus compliquée et s'il serait plus sûr de faire quelque chose supplémentaire pour transformer les pertes en bénéfices. Le professeur a répondu brièvement et avec force, « Pas besoin. Jésus n'a besoin que de 12 disciples, et vous n'avez besoin que de 14 personnes occupant des postes clés. » On peut dire que ce moment a marqué un tournant dans la vie de Gary Keller. Après en avoir discuté avec son professeur, il a pris une décision importante et s'est licencié, il a démissionné du poste de PDG de l'entreprise et a commencé à se concentrer sur la recherche de personnes pour 14 postes clés. Quel est le résultat? Il a trouvé 14 personnes clés. En moins de 3 ans, l'entreprise a atteint une rentabilité soutenue et ses bénéfices ont augmenté de 40% pendant 10 années consécutives, passant rapidement d'une entreprise régionale à une entreprise nationale. À cette époque, un nouveau problème est apparu. En discutant du travail avec ces 14 personnes clés, Gary Keller résumera d'abord brièvement plusieurs tâches qu'ils se sont engagés à accomplir au stade actuel. Ce qui lui a donné mal à la tête, c'est que même si ces 14 personnes pouvaient terminer la plupart du travail qu'elles lui avaient promis, parfois le travail le plus important n'était pas terminé, ce qui mettait leur travail en difficulté. Gary Keller a essayé de communiquer avec eux et de simplifier leur travail, passant de « quelques tâches à accomplir cette semaine » aux « 3 tâches les plus importantes cette semaine », puis aux « 2 tâches les plus importantes cette semaine ». Travail, mais je ne vois toujours pas les résultats. Finalement, il a décidé d'essayer l'approche « Faites juste une chose ». Il leur a demandé « Quelle est votre tâche la plus importante cette semaine? Quelle tâche, une fois accomplie, rendra d'autres tâches plus faciles ou moins importantes ?» Cette méthode lui est venue par désespoir, mais c'est une autre surprise. Après cela, les performances de ces 14 personnes clés sont montées en flèche. En raison de ces 2 expériences troublées, Gary Keller a commencé à résumer la relation entre la situation de l'entreprise et son approche, et a découvert un phénomène intéressant, chaque fois que l'entreprise obtenait un grand succès, c'était lui qui se concentrait sur le fait qu'une chose arrive. Gary Keller a réfléchi à cette question, tout le monde a 24 heures par jour, pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres échouent? Pourquoi les personnes qui réussissent accomplissent-elles plus, atteignent-elles des objectifs plus élevés, gagnent-elles plus d'argent et possèdent-elles plus? Si l'on considère le temps comme le capital originel de la carrière d'une personne, alors le capital originel de chacun est de 24 heures par jour.
Comment les personnes qui réussissent peuvent-elles répartir leur capital initial et obtenir des rendements bien supérieurs à ceux des autres? Gary Keller estime que la réponse est la suivante: toutes les actions et l'énergie des personnes qui réussissent sont étroitement concentrées sur leurs objectifs. Ils réussissent parce qu'ils abandonnent beaucoup de choses qui peuvent être faites mais qui ne sont pas nécessaires et se concentrent sur les choses les plus importantes. Quel que soit votre travail ou votre vie personnelle, si vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats, vous devez essayer de restreindre autant que possible vos objectifs. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Ils croient que pour réaliser de grandes choses, il faudra beaucoup de temps et passer par beaucoup de rebondissements, c'est pourquoi ils établissent un calendrier très chargé et un calendrier extrêmement serré. Le temps et l'énergie de chacun sont limités, et si vous essayez de tout couvrir, vous risquez d'être épuisé et incapable de vous occuper d'aucun aspect. Si vous souhaitez être multifacette, votre efficacité sera réduite. Trop de stress vous empêchera d'accomplir vos tâches à temps, vous mangerez mal, vous dormirez mal, vous n'aurez pas le temps de faire de l'exercice et vous n'aurez pas de temps à passer avec votre famille et vos amis. Selon Gary Keller, c'est une erreur. Il existe en fait un raccourci vers le succès, et c'est ce que nous avons dit plus tôt: concentrez votre temps et votre énergie sur la chose la plus importante. Et la plupart d'entre nous ne procèdent généralement pas de cette façon, car nous avons de nombreux malentendus sur le succès. Nous entendons trop de mensonges sur le succès. En fait, ces mensonges peuvent nous induire en erreur et nous empêcher de réussir. La seconde partie. Parce que ce livre parle de « la chose la plus importante n'est qu'une chose », Gary Keller a délibérément rassemblé de nombreuses maximes qui entrent en conflit avec cette phrase, comme « tout est important » et « faire plusieurs choses en même temps ». L'autodiscipline et la volonté peuvent résoudre tous les problèmes. Il pense que ce ne sont que des mensonges. Regardons le premier: tout compte. Dans la vie, on tombe souvent dans ce dilemme: on doit faire beaucoup de choses chaque jour, et certaines d'entre elles ne sont pas terminées le jour même et doivent être reportées au lendemain. Et le retard est impossible à terminer. Nous sommes occupés au-delà de nos capacités normales, mais le succès ne nous vient pas simplement parce que nous sommes occupés. Nous travaillons dur mais nous n'obtenons pas grand-chose, car une grande partie de notre activité est aveugle. Penser à tort que tout est important et essayer de tout faire est une erreur que nous commettons souvent. Pour que tout soit fait, nous devons compter sur la gestion du temps. Faire une liste de choses à faire est en effet une méthode utile, qui peut nous aider efficacement à nous concentrer, mais nous sommes souvent limités par la liste, comme si nous devions tout compléter sur la liste. Des choses peuvent être involontairement affectées par la liste. Les personnes qui réussissent traitent les choses différemment des gens ordinaires. Avant de prendre une décision, elles réfléchissent attentivement jusqu'à ce qu'elles trouvent la tâche principale, puis considèrent la tâche principale comme le noyau et font d'autres choses autour de la tâche principale. Ils commenceront très probablement par accomplir des tâches que les gens ordinaires retarderaient normalement. Ils ont également une compréhension claire des tâches à accomplir. Ils ont tendance à dresser une liste de réussite, courte et concise plutôt qu'une longue liste de choses à faire. Comment les personnes qui réussissent transforment-elles des listes ordinaires en listes de réussite? Regardons les conclusions de Joseph Juran. Juran était un maître dans le décryptage de code et avait apporté des contributions exceptionnelles à la fois à la science et aux affaires. Ses réalisations ont attiré l'attention de General Electric. GE l'a invité à se référer à la théorie de l'économiste italien Pareto pour vérifier si le plan de répartition des rémunérations des dirigeants de l'entreprise était raisonnable. Au XIXe siècle, Pareto calculait que 20% de la population mondiale possédait 80% des richesses. Il s'agit à l'origine du problème de la répartition déséquilibrée des richesses. Mais Juran se rendit compte qu'il s'agissait probablement d'une règle générale. Plus tard, nous avons appelé cette règle la règle des 8-8. La règle des 80/20 estime que ce qui apporte un grand nombre de résultats, de produits et de rendements est souvent une petite quantité de causes, d'intrants et de contributions. Autrement dit, la répartition du succès est également injuste. Il existe de nombreux cas où un petit investissement donne de grands résultats. Ce n'est donc qu'en payant de manière sélective que vous pourrez obtenir efficacement des récompenses. Gary Keller lui-même était comme ça. Quelques moments déterminants l'ont amené là où il est aujourd'hui, et dans le cas de l'investissement, la grande majorité de sa richesse provenait d'une poignée d'investissements corrects. On peut donc se référer à la règle des 80/20 pour transformer la to-do list en une success list. Choisissez les 20% les plus importants de ce que vous avez à faire. Réduisez ensuite la portée de ces 20% jusqu'à ce que vous trouviez la chose la plus importante. Le deuxième mensonge à propos du succès est que, il est plus efficace de faire plusieurs choses à la fois. Puisque faire la chose la plus importante est la clé, pourquoi devrions-nous faire d'autres choses en même temps? En 2009, un professeur de l'université de Stanford a mené une étude. Il voulait voir comment le soi-disant « touche-à-tout » pouvait accomplir plusieurs tâches en même temps. Il a déclaré à un journaliste du New York Times qu'il n'avait pas lui-même cette capacité et qu'il était donc très envieux de ceux qui le pouvaient. Le professeur a conduit l'équipe de recherche à distribuer plus de 200 questionnaires pour étudier la capacité des étudiants à gérer plusieurs tâches en même temps.
Ils ont divisé les sujets de leur enquête entre ceux qui effectuaient fréquemment plusieurs tâches à la fois et ceux qui ne le faisaient pas, et ont émis l'hypothèse que les personnes qui effectuaient fréquemment plusieurs tâches à la fois seraient plus productives. Mais les résultats ont dépassé leurs espérances. Le professeur a déclaré, au départ, je pensais que les généralistes devaient avoir une certaine capacité magique, mais il s'est avéré qu'ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre le point clé. Ils semblent s'être occupés de tout et rien ne peut les déranger. En fait, tout n'est pas bien fait. C'est donc un beau mensonge de dire que les gens peuvent jongler avec plusieurs choses en même temps. Le problème est que cette approche est si populaire aujourd'hui que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent jongler avec plusieurs choses à la fois et ne rien négliger. Nous considérons souvent cette façon de faire comme un signe de grande efficacité et discutons souvent de la manière de maîtriser cette compétence. Les entreprises y voient également une capacité présentant des avantages évidents lors du recrutement, mais en réalité, il ne s'agit que d'un mensonge aveugle, il n'est ni efficace ni réussi de gérer plusieurs choses en même temps. Si vous essayez de faire deux choses en même temps, soit vous ne parvenez pas à les faire du tout, soit vous réussissez bien les deux. Il y a un dicton qui dit « s'occuper de plusieurs choses en même temps équivaut à gâcher plusieurs choses en même temps ». Parfois, nous pouvons effectivement faire deux choses en même temps, comme marcher et parler, ou manger et lire une carte, mais nous ne pouvons pas faire deux choses qui nécessitent notre concentration en même temps. Ce qui est étrange, c'est que les gens modernes aiment particulièrement laisser aux autres l'impression de « polyvalent ». Par exemple, écouter de la musique tout en faisant des choses, parler au téléphone en conduisant et jouer au téléphone en mangeant. Parfois, nous n'avons pas assez de temps et trop de choses, mais nous continuons à laisser entendre que nous devons faire plus de choses en même temps. Au lieu de faire une chose, nous espérons désormais pouvoir en faire deux, voire trois. Parlons de notre scène de travail. Notre bureau est un lieu où chacun doit avoir 3 têtes et 6 bras. Vous êtes concentré sur un projet devant vous lorsque quelqu'un tousse et vous demande si vous avez des pastilles contre la toux. Les appels téléphoniques retentissaient dans le bureau et personne n'était épargné. Il semble y avoir une quantité infinie de mails dans votre boîte aux lettres et votre téléphone continue de vibrer pour vous rappeler que vous avez reçu de nouveaux messages. Un tas de livraisons express n'ont pas été ouvertes, un tas de choses n'ont pas été faites, mais il y a toujours des gens qui vous posent des questions sans fin sur l'avancée des choses. Les distractions, les interruptions se produisent tout le temps. Les recherches montrent qu'en moyenne, les employés sont interrompus toutes les 11 minutes au bureau et passent un tiers de leur journée à se remettre des interruptions. Mais même ainsi, nous devons terminer la tâche dans les délais impartis. Multitâche ? Basculer entre les tâches ? Une telle affirmation n'est qu'une illusion. Les chercheurs ont découvert que changer de tâche n'est pas gratuit. S'il s'agit d'une tâche simple, le coût supplémentaire en temps est inférieur ou égal à 25%, s'il s'agit d'une tâche complexe, le coût supplémentaire en temps est susceptible de dépasser 100%. En conséquence, nous perdons en moyenne 28% de notre journée de travail à changer de tâche. Nous ne réalisons tout simplement pas le prix élevé que nous payons pour l'image d'un « touche-à-tout ». Le troisième mensonge sur le succès est que la discipline et la volonté résolvent tous les problèmes. Bien souvent, nous lions le succès à la volonté, comme si nous réussirions si nous avions de la volonté. Mais le problème est que pour la plupart d'entre nous, la volonté n'est pas quelque chose que l'on peut avoir quand on le souhaite, ni inépuisable. Vous pouvez considérer la volonté comme la barre indicatrice de la batterie restante de votre téléphone. Chaque matin, elle peut être complètement chargée, mais à mesure que le temps passe et que vous continuez à utiliser votre énergie stockée, elle est consommée. Vous devez trouver la bonne. Le temps de recharger sans pouvoir l'utiliser à tout moment. Nous savons tous que nous devons utiliser des ressources limitées de manière planifiée, mais nous ne planifions pas une volonté aussi importante qu'une ressource personnelle limitée. De cette façon, au moment où nous avons vraiment besoin de volonté pour accomplir des tâches importantes, elle peut être épuisée. La recherche moderne montre que la volonté est en effet éphémère et que son énergie est énorme mais pas durable. Après avoir utilisé la volonté, la teneur en glucose dans notre sang chutera fortement. Nous pouvons considérer la volonté comme un muscle mental, résilient qui met relativement longtemps à récupérer. Si nous utilisons trop de volonté sur une chose et n'attendons pas qu'elle récupère avant de passer à la suivante, notre performance sera insatisfaisante. À ce stade, vous devez reconstituer votre cerveau avec des nutriments, par exemple en mangeant des aliments qui peuvent augmenter lentement la glycémie, comme les glucides et les protéines. Par conséquent, si nous voulons faire bon usage de la volonté, nous devons consciemment saisir l'opportunité, faire les choses les plus importantes chaque jour lorsque notre volonté est la plus forte et les terminer avant que notre volonté ne s'effondre. L'autodiscipline n'est pas non plus quelque chose qui peut être atteint facilement. Du point de vue de la nature humaine, vous ne pouvez pas exiger d'être autodiscipliné en permanence, mais vous devez plutôt développer une certaine habitude grâce à une méthode d'entraînement fixe et un temps d'entraînement suffisamment long. Le secret du succès est de choisir la bonne habitude et de vous entraîner à développer cette habitude. Lorsque cette habitude fera partie de votre vie, vous ressemblerez à une personne autodisciplinée aux yeux des autres. Il peut être particulièrement difficile de développer une habitude au début, mais une fois qu'une habitude est établie, il est beaucoup plus facile de la maintenir que de la développer. Alors, combien de temps faut-il pour que l'autodiscipline devienne une habitude ?
Les résultats d'une enquête de l'Université de Londres nous apportent une réponse claire, il faut en moyenne 66 jours pour prendre une habitude. On nous encourage parfois à dire qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude, mais cela n'est pas réaliste, alors n'abandonnez pas trop tôt. Des chercheurs australiens ont également découvert un effet de halo dans le processus de formation des habitudes. Au cours de l'expérience, les étudiants qui ont développé de bonnes habitudes ont généralement signalé moins de stress, moins d'achats impulsifs, de meilleures habitudes alimentaires, moins de fréquence à regarder la télévision et même une meilleure capacité à garder la vaisselle sale sans la laver. Cela montre que maintenir de bonnes habitudes devient non seulement plus facile, mais peut également apporter des bénéfices à d'autres aspects de la vie. Nous connaissons tout le champion de natation Michael Phelps. Lorsqu'il était enfant, on lui a diagnostiqué un trouble déficitaire de l'attention. Son institutrice de maternelle a dit à sa mère, « Phelps est toujours agité et n'arrive pas à se calmer. Je suis désolé. Votre fils peut, je ne me concentre pas du tout. » Pourtant, ce jeune homme qui semblait n'avoir rien à voir avec la concentration et le succès a établi un record du monde après l'autre. Sa mère a déclaré fièrement, « La concentration de Michael m'a surprise. » Son entraîneur de natation a également salué sa concentration comme « l'arme la plus puissante. » Pourquoi Phelps a-t-il fait un tel changement? Le secret réside dans ses habitudes d'entraînement au fil des années. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à sa participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Phelps a insisté pour s'entraîner 7 jours sur 7 et passer 6 heures sous l'eau chaque jour sans interruption. Il a consacré toute son énergie à cette chose la plus importante. Cette discipline et cette habitude lui ont permis de trouver sa place dans la piscine et de remporter de grands succès. La troisième partie. Après avoir clarifié ces mensonges sur le succès, nous pouvons revenir au thème de ce livre, il n'y a qu'une chose la plus importante, mais laquelle est-ce? Vous devez vous poser une question clé, quelle est la chose la plus importante que je puisse faire? Pourquoi faire cette chose rend-il d'autres choses plus faciles ou moins nécessaires? Cette question peut être décomposée en 3 parties. 1. Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire? Cette question vous incite à agir. La chose la plus importante signifie que la réponse est une chose spécifique, et non plusieurs choses. Même si vous avez de nombreux choix, vous devez faire preuve de jugement, sinon vous ne pourrez pas passer à la deuxième ou à la troisième chose. Vous devez choisir la chose la plus importante à faire. Ce que je peux faire vous invite à prendre les mesures possibles. Peut faire n'est pas doit faire, peut faire fera. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, que nous pouvons faire et que nous ferons, mais que nous ne ferons jamais. Faire quelque chose parce que vous pouvez le faire est bien plus puissant que vouloir le faire. 2. Que se passera-t-il si vous faites cela? Cela signifie que votre réponse doit répondre à une certaine norme. Cette norme permet de passer de « trouver quelque chose à faire » à « faire quelque chose pour un objectif clair ». Si vous faites cela, alors signifie que vous devez creuser plus profondément, car après avoir fait cela, autre chose se produira. 3. Rendre d'autres choses plus faciles ou inutiles. Archimède a dit « Donnez-moi un point d'appui et je déplacerai la Terre ». Vous devez trouver un tel point d'appui pour rendre d'autres choses plus faciles ou inutiles. Après avoir fait la chose la plus importante, vous constaterez que les autres choses que vous devez faire pour atteindre vos objectifs peuvent en réalité être faites avec moins d'efforts, ou ne sont pas nécessaires du tout. Vous pouvez fermer les yeux sur des choses insignifiantes, comme se mettre un bandeau sur les yeux. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez changer la trajectoire de votre vie et faire la chose la plus importante sans distraction. Les questions clés vous mèneront aux choses qui comptent le plus pour vous à différentes étapes de votre vie. À différents moments, il vous suffit de changer d'orientation et de repenser les enjeux clés. La chose la plus importante pour qu'une personne soit heureuse est de se consacrer sans réserve à sa carrière et de donner plus de sens à sa vie. Lorsque ce que nous faisons chaque jour atteint progressivement un objectif, le bonheur suit. La façon de réussir est de comprendre ce qui est vraiment important pour vous et d'y parvenir petit à petit. Gary Keller, l'auteur de ce livre, donne une suggestion très pratique, travaillez à rebours. Pensez d'abord à vos objectifs à long terme, puis revenez en arrière, étape par étape, pour déterminer la chose la plus importante que vous devriez faire maintenant. S'il vous plaît, pensez à ceci. Pour les objectifs à long terme, quelle est la chose la plus importante que je devrais faire au cours des 5 prochaines années? Quelle est la chose la plus importante que je devrais faire cette année pour atteindre mon objectif sur 5 ans? Quelle est la chose la plus importante que je devrais faire ce mois-ci pour atteindre mes objectifs cette année? Quelle est la chose la plus importante que je devrais faire cette semaine pour atteindre l'objectif de ce mois-ci? Quelle est la chose la plus importante que je devrais faire aujourd'hui pour atteindre mes objectifs de cette semaine? Quelle est la chose la plus importante que je devrais faire maintenant pour atteindre l'objectif d'aujourd'hui? Reliez tous vos objectifs jusqu'à ce que vous trouviez la chose la plus importante du moment. Donnons un exemple. Quelqu'un a demandé un jour au célèbre comédien américain Jerry Seinfeld, « Comment puis-je devenir un meilleur comédien ?» Seinfeld a déclaré qu'il écrirait une blague tous les jours. Sa méthode consistait à accrocher un énorme calendrier au mur, et le jour où il notait la punchline, il mettait une grande croix rouge sur le calendrier de ce jour. Il a dit que la ligne des croix rouges allait s'allonger de plus en plus,
qu'il aimerait la voir continuer et que la seule chose qu'il devait faire était de ne pas la laisser se briser. La soi-disant persévérance n'est pas une course de longue distance, mais une série de nombreuses courses courtes. Ce qui précède constitue le contenu principal de ce livre. L'auteur nous raconte que dans le passé, nous avions beaucoup de malentendus sur la réussite, nous pensions que si nous voulons réussir dans notre carrière, tout est important, faire plusieurs choses en même temps sera plus efficace, soi-même. La discipline et la volonté peuvent résoudre tous les problèmes. En fait, ce ne sont que des mensonges sur le succès. Si vous voulez réaliser des réalisations extraordinaires, vous devez savoir quelle est la chose la plus importante que vous puissiez faire, puis revenir en arrière, étape par étape, autour de cet objectif principal pour trouver la chose la plus importante du moment. Maintenant, réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.